archives. Et donc on était en conférence à l'espace Brassens juste à côté jeudi, donc, notamment donc, avec Michel Potrel donc, de Culture et Patrimoine Montais. Et je n'ai pas voulu prendre la parole pour rappeler la conférence, pour rappeler ici qu'on ouvrait le temple, etc. Je suis très timide, très réservé quand on est vers l'extérieur. Et du coup, Marie-Yvonne des Amis du Mantois, au téléphone, m'a dit « Non mais pour le temple, pour l'exposition, pour les conférences, il ne faut pas faire le timide, quoi. » Alors, elle ne me l'a pas dit dans ces mots-là, mais c'est ce que ça voulait dire et elle avait raison. Donc, je vous prie de m'excuser de ne pas avoir osé faire honneur, en particulier, à notre conférencier d'aujourd'hui, le pasteur Alain Joly, qui est historien de formation, qui a écrit, il y a quelques mois, un article dans la revue des Amis du Vexin français, et donc on salue aussi, en tout cas, Monsieur Ribaud des Amis du Vexin français, mais peut-être qu'il y en aura quelques autres qui vont venir, notamment la présidente Boulanger, qui va normalement nous rejoindre. Et donc, si j'ai bien compris, il y a une petite table pour présenter justement cette association des Amis du Vexin français. Et notamment l'article du pasteur Alain Joly. Voilà, je salue les uns les autres. D'abord, on lui fait honneur parce qu'il a organisé à la fois l'exposition, la venue du pasteur Joly, le concert qu'on aura demain à 15h de Corinne Rossignol, Navid Hussein Zaidi, qui est donc fidèle ici dans notre temple protestant, et qui a accepté de tenir comme ça ce rôle de responsable des portes ouvertes du temple pendant ces journées du patrimoine. Il y a l'ancienne maire, et je ne savais pas, députée aussi, donc Annette, désolé, il faut dénoncer comme ça. Soyez la bienvenue, Madame la maire par intérim. Du coup, je ne sais pas si on dit ça ou pas. Pour certains postes, on dit par intérim, non pas par intérim, on dit honoraire, pardon, honoraire, pas par intérim, honoraire. Donc je ne sais pas si on dit ça, mais en tout cas, soyez la bienvenue. J'espère que je fais offense à personne en oubliant des noms. Michel Potrel, soit vraiment le bienvenu. Je sais que Culture et Patrimoine, eh ben, vous avez un stand devant la collégiale, donc merci d'avoir laissé. Et donc, il y a le temple protestant qui est présenté. Donc, n'hésitez pas, une fois que vous avez terminé, à aller dans le centre-ville de Mantes-la-Jolie. Il y a quand même beaucoup d'activités qui sont proposées dans le cadre des Journées du patrimoine, que ce soit dans le musée de l'Hôtel-Dieu, à côté de la collégiale, que ce soit donc sur le parvis de la collégiale, et puis dans la collégiale, et puis il y a des déambulations dans Mantes-la-Jolie. Alain, je ne veux pas prendre tout ton temps qui t'est consacré. Combien de temps tu nous accordes ? 50 minutes, 1 heure. Donc, je te laisse la parole maintenant. Et on pourra poser des questions à l'issue de la conférence ou pas ? Donc, interdit de poser des questions. Non, mais peut-être, n'hésitez pas à prendre une petite feuille de papier et un stylo et à noter si vous avez des questions que vous voulez poser à la fin au pasteur Joly. Alain, c'est à ton tour. Cher pasteur Arnaud, merci de ton chaleureux accueil et de l'honneur qui m'est fait de parler devant vous dans ce temple, un peu plus tardif, postérieur, au récit que je vais vous faire de l'histoire du hameau de Senneville au milieu du XIXe siècle. Je salue donc Madame la maire honoraire, les présidents d'associations, si j'ai bien compris, et puis monsieur le conseiller municipal Navid d'Épône, qui effectivement s'est démené pour organiser ce moment. Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui arrivent et je commence ensuite. Voilà. C'est le président ? C'est le président ? Exactement, c'est le président du conseil presbytéral, donc le président de l'association qui gère le... En plus, c'est un malgache, je vois. Donc ça me fait bien plaisir. Monsieur le Président du Conseil presbytéral, merci de nous recevoir dans votre temple pour ce moment. Non,
c'est bien. Pour ce moment d'évocation d'une histoire assez proche, celle du hameau de Senneville, donc du village de Guerville, près de Mantes. La 4e année du règne du roi Louis-Philippe, l'abbé Jean-Baptiste Glochon fut nommé curé de Guerville. Originaire de Montauban de Bretagne, âgé de 37 ans, ce nouveau curé fut avisé très tôt en arrivant qu'il avait le droit de réclamer un privilège immémorial, celui de la première récolte des cerises. Mais comme le gel, cette année-là, durant l'hiver, avait été désastreux et qu'il n'y eut aucun fruit sur les cerisiers, il réclama en échange le bois mort de ces cerisiers pour son chauffage de l'hiver suivant, 1835. Les cultivateurs de Senneville, donc hameau dépendant de Guerville, lui refusèrent ce don de bois mort et privé des cerises de par le ciel ou la nature et du bois mort par ses paroissiens, monsieur le curé de Guerville décida de ne plus desservir la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Senneville. C'est de cette histoire apparemment anecdotique que date l'avènement d'une communauté protestante dans ce petit endroit qui jusque-là ne s'était jamais fait remarquer de toute l'histoire qui fut la sienne, remontant sans doute très loin parce que la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Senneville est attestée au XIIe siècle. Ceux qui l'ont visitée, je parle pour l'instant de la chapelle catholique de Senneville, ceux qui l'ont visitée ont peut-être vu que les murs, avec les pierres les plus anciennes, semblent dater du XIIe siècle, mais probablement que c'est bien antérieur, parce que cette chapelle Saint-Jean-Baptiste est à côté d'une source, une source d'eau qui porte le nom de Saint-Jean, Saint-Jean le Baptiste, et qui, durant des siècles, a été l'objet de pèlerinages, particulièrement de gens qui espéraient quelques guérisons en se plongeant dans cette eau ou en la buvant. Mais aucun épisode notable n'a troublé la vie de ce hameau dépendant de Guerville. Au plan canonique et catholique, il convient de dire en commençant que, comme vous l'avez entendu, le curé est à Guerville. La paroisse, c'est Guerville. Et il y a un hameau qui fut érigé en annexe au milieu du XVIIIe siècle, en 1738 exactement. Et le fait que la chapelle Saint-Jean-Baptiste, près de la source miraculeuse, ou supposait-elle, fut érigée en annexe, indique que désormais les habitants de ce hameau, qui est 1,5 km à peu près de Guerville, ne sont plus dans la nécessité de se rendre à Saint-Martin de Guerville, à l'église paroissiale, pour assister à la messe et bénéficier des services de baptême, de mariage et de sépulture. Mais le curé Glochon, en 1835, qui est aussi têtu que ses paroissiens, puisqu'on lui refuse les cerises, alors là c'est la nature, et le bois mort de par les cultivateurs, ses paroissiens, décide qu'il ne viendra plus célébrer la messe à Saint-Jean-Baptiste de Senneville. Les paroissiens, qu'à cela ne tienne, disent « Eh bien, nous n'irons plus, de notre côté, à la paroisse de Guerville ». C'est l'origine de ce conflit qui va amener, quelques années plus tard, les habitants, la moitié à peu près des habitants du hameau de Senneville, à solliciter un pasteur pour leur prêcher l'Évangile. La population de ce village, elle est de 280 habitants à peu près à l'époque dont nous faisons le récit, donc sous le règne de Louis-Philippe. Ce sont la plupart des vignerons et des cultivateurs. Il y a aussi beaucoup de nourrices, parce que l'air est bon, et puis c'est la campagne, et on envoie des enfants qui sont nés dans les communes alentours auprès de maman,
qui sont leurs nourrices. Dans leur registre d'état civil, il y a pour cette période beaucoup d'enfants qui meurent en bas âge, au bout de quelques semaines ou quelques mois. Et souvent, il est inscrit que les parents sont dans une autre commune, dans un autre village, et qu'ils ont été confiés à une nourrice. C'est une population très modeste, une population qui, comme je le dis, ne s'est jamais fait remarquer de quelque façon, sauf que désormais, conduit par un récalcitrant du nom de Jean-Baptiste Tétréault, que nous allons retrouver plusieurs fois, qui est adjoint du maire de Guerville, ils vont faire parler d'eux jusqu'à la Chambre des députés et jusque dans tous les journaux de l'époque. J'ai consulté pour vous et pour la fameuse revue des Amis du Vexin, pour l'article que j'ai eu à rédiger, et avec bonheur, j'ai consulté tous les journaux de l'époque, les journaux royalistes et catholiques, les journaux à tendance libérale presque républicaine, les journaux protestants, ça veut dire le Journal des débats, le Constitutionnel, la Gazette de France, les Archives du christianisme et tant d'autres, toujours dans la période de 1835 à 1847, on parlera de l'affaire de Senneville. Et puis dans les archives, puisque pour approcher de manière un peu inédite cette histoire du hameau de Senneville, j'ai consulté les archives des deux consistoires, de l'Église luthérienne et de l'Église réformée de Paris, puisqu'à l'époque, il n'y a pas d'instance protestante dans le secteur, ce sont les consistoires protestants de Paris, mais aussi les archives du diocèse de Versailles, les archives départementales, les archives, bien sûr, de la commune de Guerville et du hameau de Senneville. Je vais juste dire, entre parenthèses, qu'il se trouve dans ce village 2 inscriptions hébraïques remontant au Moyen-Âge, probablement au XIIIe siècle, qui se trouvent au fond d'un moulin à eau et qu'ils ont été découvertes, ce sont des stèles sur lesquelles il y a des inscriptions hébraïques funéraires. Elles ont été découvertes en 1826 et décryptées à la fin du XIXe siècle seulement par un savant hébraïsant de Paris. Et cela est rapporté par l'instituteur du village de Senneville. Et c'est assez étonnant parce que si l'on sait qu'il y eut une petite communauté juive à Mantes au Moyen-Âge et dans bien d'autres endroits en Île-de-France, en particulier à Saint-Denis, il n'y a aucune trace qu'il y en eut, ou qu'il y eut même une seule famille dans le hameau de Senneville. Alors peut-être que ces inscriptions hébraïques sur ces stèles, qui sont vraiment conséquentes, ont été apportées pour servir de base solide à la roue du moulin à eau de Senneville et qu'elles viennent d'une autre région. Vous savez, la plupart d'entre vous, que le protestantisme, à l'époque des guerres de religion, a été assez présent dans le pays mantois et que même le roi Henri IV, entre 1590 et 1593, signera plusieurs édits ou plusieurs correspondances depuis la ville de Mantes, où il a fait des séjours assez prolongés, en alternance avec d'autres endroits, bien sûr, du royaume, et qu'il est attesté, à partir de 1560, qu'il y a eu plusieurs familles protestantes, ou en tout cas chefs de famille, souvent des hobereaux, et en particulier dans un hameau qui s'appelle Azeville, et où la tradition, qui est peut-être une légende, assure que Jean Calvin aurait été accueilli déjà 30 ans auparavant, ce qui peut être très flatteur pour le pays mantois d'avoir eu la visite du réformateur Jean Calvin, et c'était en 1534, c'est-à-dire après le moment de la conversion de Jean Calvin à Paris, en 1533, sous le règne de François Ier. Calvin, c'est un humaniste, un juriste, un universitaire qui lit les écrits de Martin Luther, qui parviennent à Paris et qui sont même condamnés par la Sorbonne ou mis en discussion par l'université de Paris, en latin bien sûr. Et Jean Calvin a aidé le recteur de l'université, Nicolas Cop, en 1533, à la rédaction d'un discours qui va être prononcé le jour de la Toussaint dans l'église des Trinitaires à Paris et qui énonce une
une affection, une sensibilité à la réforme, qu'on n'appelle pas encore protestante, mais à la réforme évangélique, luthérienne, qui va valoir aux partisans de cette réforme d'être inquiétés par le gouvernement royal et par l'université. Et Jean Calvin, qui aurait donc aidé Nicolas Cop à la rédaction de son discours, qui a impressionné les contemporains, est obligé de quitter Paris au bout de quelques semaines. Et on suppose qu'après être passé à Noyon, en Picardie, dont il est originaire, où il va renoncer à ses droits ecclésiastiques, puisqu'il aurait pu être chanoine de la cathédrale de Noyon, il renonce solennellement. On suppose qu'il est passé dans votre région et qu'au manoir de Asville, il aurait même commencé la rédaction de l'institution chrétienne. Il n'y a cependant aucun témoignage de l'époque, ni même dans les années qui suivent, de cet épisode, mais ça permet, au moment des grands débats autour de la présence de ces protestants de Senneville, d'avoir en quelque sorte un grand ancêtre et une histoire qui justifierait qu'au XIXe siècle réapparaisse l'esprit de la Réformation. Il n'y a, à mon sens, et comme je vais encore un peu l'approfondir devant vous, aucun lien en fait entre ce protestantisme du XVIe siècle qui à la longue va disparaître ou ne plus concerner que des gens étrangers installés dans votre région avec l'histoire dont je vais faire le récit sans vous ennuyer, je l'espère. On dit que jusqu'à la Révolution, depuis la révocation de l'édit de Nantes de 1685, il n'y a plus de protestants en France. Quand Louis XIV a révoqué l'édit de son aïeul, l'édit de Nantes, ses conseillers lui font la remarque que la plupart des protestants se sont convertis au catholicisme et que s'il en subsistait quelques récalcitrants, bientôt ils devraient soit être emprisonnés, soit quitter leur royaume, soit évidemment se convertir. Quand on dit, et le Parlement de Paris va le répéter jusqu'à la veille de la Révolution, il n'y a pas de protestants en France, en réalité ce n'est pas vrai. Il y a deux catégories de protestants. Il y a ceux qui vivent clandestinement, et peut-être dans votre région, quelques familles, quelques érudits du XIXe siècle avaient repéré qu'une ou deux familles dans tel ou tel village, etc. Mais personne n'est dans une institution. Il n'y a pas un temple avec un consistoire, un pasteur, ça ne viendra qu'avec le début du XIXe siècle, les articles organiques de Napoléon Bonaparte. Jusque-là, donc, il peut y avoir des protestants. Ils sont estimés à peu près à 480 000, à l'époque, veille de la Révolution et même au tout début du XIXe siècle, 480 000 calvinistes réformés, mais qui n'ont pas de structure d'église. Il faut bien être conscient de cela. Il n'y a pas des gens qui auraient le droit d'être protestants en France. Parce que sous l'Ancien Régime, tous les sujets du roi de France doivent être catholiques. Ceux qui sont protestants sont empêchés de mariage officiel, d'héritage, d'accéder à des charges. Ils n'ont pas les droits, par exemple, de se défendre au tribunal. L'exemple le plus fameux, c'est la famille Calas, défendue par Voltaire. Les Calas sont une famille de protestants et la manière de leur défense est moindre que s'ils avaient été des sujets catholiques du roi de France. Il y a une autre catégorie de protestants en France, et ce sont les étrangers. Ils sont plus nombreux qu'on l'imagine. Le plus célèbre d'entre eux, à la veille de l'histoire que nous allons raconter de Senneville, le plus célèbre d'entre eux, c'est le principal ministre de Louis XVI, Jacques Necker. Necker est citoyen de Genève, et en tant que tel, il ne relève pas du droit du royaume de France. Il est invité à être le principal ministre du royaume
Et il l'est de manière conséquente et appréciée. Vous vous souvenez, quand il y aura le retrait du ministère Necker, ça provoquera les débuts de la Révolution de 1789. On réclamera le retour de Necker, tellement on est satisfait de sa manière de gérer le budget du royaume. Jacques Necker, parce qu'il est citoyen de Genève et donc un étranger dans le royaume, peut tout à fait célébrer son culte avec ses amis à la chapelle de l'ambassadeur de Hollande. Et même sa fille, Germaine Necker, va épouser l'ambassadeur de Suède, luthérien, le baron de Stahl-Holstein, à la chapelle de la résidence de l'ambassadeur de Suède, où il y a des protestants qui vivent tranquillement, comme dans notre région, il y en a quelques-uns. Et un jour, j'essaierai d'aller plus loin, de retrouver leurs noms, leurs histoires, etc. Mais ce sera peut-être pour l'année prochaine ou une autre année. Il y a des Anglais et des Suisses du pays de Vaud. Parmi les premiers baptêmes que le pasteur de Versailles, Vorst, j'évoquerai le nom sur la fin de la conférence, parmi les premiers baptêmes qui seront célébrés dans le petit temple de Senneville en 1847, 2 enfants sont en fait les enfants d'une famille vaudoise dans le sens de Suisse, de Lausanne et consorts, des bords du lac Léman, ce qui atteste bien qu'une forme de protestantisme est présente et même va aider en fait le développement de l'histoire du village de Senneville, parce que les gens de Senneville n'ont aucune attache avec le protestantisme. Je vais vous dire de quelle manière, bien sûr, ils vont être rejoints par l'esprit de la Réforme, mais ça n'est pas du tout de manière familiale. Et cependant, il y a donc des étrangers, des Anglais, des Suisses, qui sont protestants, anglicans ou réformés. Il y a même des luthériens. Alors c'est un petit peu plus loin que la région du Pays mantois, mais le plus célèbre des étrangers protestants en France à cette époque-là, génération après celle de Necker, c'est Oberkampf, avec sa manufacture d'étoiles de Jouy. Et sur même sa propriété de Jouy-en-Josas, que vous pouvez visiter aujourd'hui, il y a un musée, il va faire bâtir une petite chapelle protestante pour lui, sa domesticité, sa famille, etc., pour pouvoir célébrer le culte. Et il en a le droit, puisqu'il est un étranger en France avant la Révolution. Ensuite, c'est très différent parce que les cultes protestants vont être établis et reconnus. Et justement, c'est peut-être le moment de dire un mot sur la législation qui concerne le protestantisme en France à cette époque-là. Et d'abord, dire que avant donc la Révolution, avant 1789, aucun statut, aucune reconnaissance légale n'est accordée aux protestants, sauf ceux qui sont étrangers, comme j'ai dit, et il y en a beaucoup. Il y a les soldats des garnisons, il y a les gardes suisses. Un tiers à peu près des gardes suisses, ceux qui vont défendre le roi le 10 août 1792, un tiers sont protestants. Et encore une fois, ils ne sont pas inquiétés pour cela à une époque où leurs coreligionnaires d'origine française sont envoyés aux galères, se cachent dans le désert des Cévennes, sont emprisonnés à la Tour de Constance, toute histoire que, je pense, vous connaissez. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 va être précédée d'un discours d'un pasteur du nom de Rabot-Saint-Étienne, qui était député du Gard, mais il n'était pas présenté comme pasteur dans la manière dont il a été désigné pour siéger à l'Assemblée constituante. Il était indiqué comme propriétaire foncier, ce qui est bien l'indice qu'on ne pouvait pas se revendiquer pasteur, alors que tout le monde sait très bien qu'il est pasteur, mais officiellement, c'est un propriétaire foncier représentant des citoyens du Gard. Il a prononcé un discours qui va déterminer l'énoncé de la Déclaration des droits de l'homme, et spécialement l'article qui concerne l'exercice de la religion. C'est sur nos principes, disait Rabot-Saint-Étienne, donc devant l'Assemblée, que je me fonde, messieurs, pour vous demander de déclarer dans un article que tout citoyen est libre dans ses opinions, qu'il a le droit de professer librement son culte et qu'il ne doit point être inquiété pour sa religion.
La liberté doit donc appartenir à tous les Français également et de la même manière. Celui qui attaque en quoi que ce soit les libertés des autres attaque la sienne propre et mérite de la perdre à son tour. C'est un abbé, en fait, à la suite de ce discours, l'abbé Dillon, donc un catholique, qui prend le relais du pasteur du Gard. On est le 23 août 1789 pour la formule finale qui se trouve dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et la voici. Elle va déterminer toute la suite de notre histoire jusqu'en 1905. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Et bien voilà, vous avez entendu le motif de l'autorisation des différents cultes, quels qu'ils soient, même non chrétiens, ou même de gens qui n'auraient pas de religion, c'est de ne pas troubler l'ordre public établi par la loi. L'application de cet énoncé, qui se trouve ensuite dans les différentes lois de la Convention nationale, du Directoire, bientôt du Consulat et de l'Empire, cette application est suspendue à l'appréciation du trouble potentiel à l'ordre public. Les braves cultivateurs de Senneville vont être confrontés à cette appréciation du trouble potentiel à l'ordre public. Les lois qui vont se succéder et permettre la reconnaissance des cultes protestants sont, après cette déclaration des droits de l'homme, mais qui n'est pas en soi une forme législative, c'est d'abord la Constitution de 1791, dans son titre premier, qui garantit comme droit naturel et civil la liberté à tout homme d'exercer le culte religieux auquel il est attaché. Un manchement de pain, c'est très large, et ça ne garantit aucunement que l'on puisse se réunir dans un lieu avec un ministre et de le faire en public. Il faut attendre l'un de nos coreligionnaires, dont, hélas, on n'a pas souvent la mémoire, qui est un grand personnage de l'histoire politique de cette époque, Boissy d'Anglas, un Ardéchois. Il faut attendre Boissy d'Anglas et son discours comme rapporteur avant le décret du 3 Ventose en 3, c'est-à-dire 21 février 1795, pour la reconnaissance de l'exercice public des cultes catholiques et protestants en France. C'est la Constitution de l'an 3, donc 1795. Retenez bien cela. C'est sans doute la meilleure Constitution que la France ait jamais eue, pour d'autres raisons, mais dans laquelle, grâce à l'un de nos coreligionnaires, Boissy d'Anglas, il a été établi que les protestants, comme les catholiques, comme s'ils le demandaient les Israélites, mais il faudra attendre le Napoléon en 1808, peuvent avoir l'encadrement de l'exercice de leur culte. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, et ça va être vraiment conforté par les conséquences du Concordat de 1801, qu'on appelle les articles organiques de l'année suivante, 1802, l'exercice du culte est encadré par la loi, donc toujours apprécié par l'autorité publique, qu'il n'y a pas de trouble dans la société. Donc les catholiques, par exemple, ne doivent pas faire procession dans les endroits où il y a une majorité de protestants. Les protestants ne doivent pas empêcher la procession catholique si elle a lieu. Alors ça, c'est pour Montauban et d'autres endroits, des Cévennes, etc. Chaque fois, il faudra une autorisation. Et je raconte ça parce que c'est vraiment au cœur de l'histoire du village de Senneville. Il faudra une autorisation pour se réunir en tant qu'Église, si elle est reconnue par l'État, ou si elle est une association qui espère un jour être reconnue comme une Église. J'espère que vous suivez. Il y a donc désormais, si les protestants le souhaitent, à leur disposition un cadre législatif et juridique. Les articles organiques de 1802, qui sont, j'aime bien le dire comme ça, les décrets d'application du Concordat. Le Concordat est signé avec le pape Pie VII.
en août 1801. Le Concordat, le premier article dit « La religion de la majorité des citoyens français est la religion catholique, apostolique et romaine ». Ce qui suppose, puisque c'est que la majorité des citoyens, relevez bien qu'on emploie ce mot de citoyen dans un accord concernant l'Église, on ne juge pas du tout de la foi catholique ou de la foi protestante, ou même de l'absence de foi. Il y a des gens qui ont le droit de ne plus avoir de confession religieuse en France, à partir de ce moment-là, ce qui n'est pas permis auparavant, sous l'Ancien Régime. Le Concordat qui énonce que donc la majorité des citoyens français sont catholiques et les consuls font profession personnelle de la religion catholique. Dans les décrets d'application, alors concernant les catholiques, c'est l'organisation des diocèses, etc., bientôt un catéchisme impérial. C'est vraiment la première fois de toute l'histoire qu'il y aura un catéchisme national sans l'accord de Rome du côté catholique. Ça ne va pas durer longtemps, c'était une idée de Napoléon et de ses conseillers, mais du coup, d'autres articles se trouvent dans ce qu'on appelle les articles organiques, donc de la loi de Germinal-Landis, 1802, dans laquelle sont organisés le culte luthérien et le culte protestant. On établit des consistoires quand il y a 6000 âmes dans un endroit, dans un département, ou dans une ville, ou dans tout un secteur. Eh bien, on institue un consistoire. Le consistoire, c'est l'organe de gouvernance des églises protestantes à cette époque, jusqu'à aujourd'hui, mais c'est très nuancé aujourd'hui, le consistoire. Il y a encore des consistoires. Moi, j'ai été président de consistoire à Paris, pour l'église luthérienne, mais on n'a plus du tout la même responsabilité que nos aînés du 19e siècle, qui gouvernaient vraiment, administrativement parlant, bien sûr au plan religieux, moral, etc., et financièrement. Le consistoire supervise des paroisses, des communautés, mais les paroisses ne gèrent pas elles-mêmes leurs finances. Vous allez voir que les gens de Senneville sont très loin de cette organisation quand ils décident d'être protestants. Et donc il y a aussi l'Église réformée qui a le même système, mais c'est un tout petit peu plus hiérarchique chez les luthériens parce que nous sommes essentiellement en Alsace, à cette époque-là, encore aujourd'hui d'ailleurs, nous sommes à peu près 220 000 luthériens en Alsace. Et à l'époque, c'était à peu près ce chiffre-là. Et donc ces deux églises sont reconnues par l'État et les ministres, dont les postes sont créés par le gouvernement pour votre région, le premier poste détaché, ou plus exactement relevant du consistoire de Paris, l'Église réformée, c'est Versailles en 1834. Avant cela, il n'y a pas d'institution dans le pays mantois. Il va y avoir un pasteur qui va circuler, évoqué bien sûr. Je vous fais saliver un peu avant qu'on arrive vraiment à l'histoire de Senneville, mais ce cadre-là est important parce que c'est ce qui va faire défaut au tout début aux gens de Senneville et qui va les emmener en procès. D'où le scandale même, ou la polémique et le débat qui va saisir toute la France d'une certaine façon, puisqu'on en parlera à la Chambre des députés, le roi sera interpellé, des gens importants vont influer sur cette histoire. Voilà. Donc, les articles organiques organisent et salarient les cultes protestants. L'Église réformée de France, de cette époque-là, puisqu'il n'y aura pas d'histoire avec les luthériens, nous sommes des églises amies, bien sûr, mais nous sommes dans des structures différentes à cette époque-là. L'Église réformée de France, donc, est une église d'État. J'ai dit que l'abbé Glochon, insatisfait de ne pas recevoir les cerises que le ciel lui refuse et le bois mort que ses paroissiens sont réticents à lui apporter, ne vient plus célébrer la messe à Saint Jean-Baptiste de Senneville. Les paroissiens vont donc se tourner vers une proposition d'église catholique française qui avait été créée par un abbé Châtel.
C'est vraiment une curiosité de l'histoire religieuse du XIXe siècle. L'abbé Châtel était un prêtre du diocèse de Paris qui a fait dissidence pour célébrer, dès les années 1830, la messe en français. Mais non seulement cela, mais il encourageait le mariage ecclésiastique et il donnera l'exemple puisqu'il y aura auprès de lui une Madame Châtel jusqu'à la fin de leurs jours. Et plus encore, ce qui était très attrayant, c'est que tous les services qu'il rendait étaient gratuits. Il y a beaucoup de gens célèbres de l'époque, je crois même que Victor Hugo en parle dans Chose vue ou dans autre chose, qui ont été assez étonnés et amusés même de cette église catholique française de l'abbé Châtel qui se réunissait à Paris avec beaucoup d'adeptes parce que on ne payait pas sa chaise pour aller à suivre la messe, on ne payait pas pour avoir un baptême ou un mariage, et donc il a eu un grand succès. En plus, il faisait bien comprendre puisqu'il célébrait, comme j'ai dit, en français. Les paroissiens de Senneville reçoivent, comme tous les gens de leur époque en toute la France, des colporteurs. Et parmi les colporteurs qui circulent dans la région, il y a un nommé Octave qui apporte des brochures qui racontent ou qui font relais de cette église catholique française de l'abbé Châtel à Paris. Et ça leur donne des idées aux habitants de Senneville qui regrettent tout de même de ne plus fréquenter l'église. Alors ils vont entendre ou lire la propagande de cette église schismatique catholique française et ils ont eu l'idée d'attirer dans leur hameau quelqu'un que l'abbé Châtel leur délèguerait. Et ce fut un nommé Heurtaud, l'abbé Heurtaud, qui répondra à la lettre des habitants. Juste après l'histoire du curé qui ne voulait plus célébrer à Senneville. Lequel curé, d'ailleurs, va être déplacé par l'évêque et remplacé par un autre, un brave abbé Labiche, qui ne pourra pas faire grand-chose pour réconcilier son troupeau. Donc en 1835 arrive un abbé Heurtaud qui va d'abord dans une chapelle. Alors ça c'est vous qui la connaissez mieux que moi, la chapelle du prieuré de Saint-Germain de Séqueval, près du hameau de la Plagne, puis, alors ça c'est peut-être une ou deux fois, puis ensuite dans une grange appartenant à un sieur Baucher. Et dès cette année 1835, Tétréault, Jean-Baptiste Tétréault, qui est le chef de file, l'adjoint du maire, offrit un terrain et en 3 semaines, on réussit à construire une chapelle dont 49 habitants avec lui devinrent conjointement propriétaires. Et dans le contrat qui les liait, la destination de l'édifice, qui va devenir le temple de Senneville, qui existe toujours, devait être réglée à la majorité des 2/3. Donc c'est la propriété de 49 habitants de Senneville, dirigé par l'adjoint du maire qui tient tête à Cosson. Alors ils sont entêtés et butés de chaque côté. Cosson, c'est un anti-Tétréault, et Tétréault, c'est l'anti-Cosson. Voilà. Alors c'est la bagarre à chaque fois au conseil municipal. Si vous avez la curiosité de regarder les registres des réunions de Senneville, donc dépendant de Guerville, mais quand ils sont à Senneville entre eux, pas quand ils vont à Guerville, quand ils sont entre eux, ça ne prend qu'une page en général, mais à chaque fois, il y a Tétréault qui s'oppose aux propositions de Cosson, et Cosson qui essaye d'avoir la majorité pour empêcher Tétréault d'obtenir ce qu'ils veulent. Et ça va durer très longtemps, jusqu'à au moins une vingtaine d'années, cette histoire-là. Par exemple, et ce n'est pas inintéressant, dans le même temps que on faisait appel à cet abbé de l'Église catholique française, que le curé, lui, écrivait à l'évêque, et le maire aussi, pour que les choses rentrent dans l'ordre, Tétréault et ses camarades, il y a donc d'autres cultivateurs assez influents dans ce village, ont envoyé des pétitions au roi Louis-Philippe et au ministre de l'Intérieur pour demander que soit érigé en commune le hameau de Senneville et celui de la Plagne, en raison, disait-il, des intérêts locaux opposés à ceux de la commune de Guerville. Ça veut dire qu'en parallèle de leur dissidence religieuse, qui va
être contesté et provoquer un procès, ces mêmes personnes demandent d'être séparées administrativement de la commune de Guerville. Amenée en délibération au conseil municipal de Guerville le 17 mai 1836, cette requête fut écartée malgré l'adjoint du maire, notre Tétréault. Les discussions ce jour-là avaient dû être animées pour qu'on inscrive au procès-verbal dans le registre municipal que la demande avait émané d'un nommé Caillard. Alors c'est le successeur de Heurtaud, le prêtre catholique français. Un nommé Caillard, soi-disant prêtre de la doctrine Châtel, qui résidait à Senneville à cette époque, à l'aide de 9 à 10 agresseurs, on emploie ce mot, agresseurs du hameau de Senneville, même qui ont excité les autres habitants à solliciter la séparation et que, je cite encore, la haine dont il est fait mention n'existe que depuis cette époque. Une autre séance extraordinaire, ça veut dire qu'il n'y a pas que les conseillers municipaux, mais la plupart des gens importants. Une autre séance, le 29 avril 1839, ça dure un moment cette histoire, l'on examina la fameuse pétition. Alors elle relève, le terme est assez curieux, d'une commission syndicale constituée pour la circonstance à l'effet de distraire de la commune de Guerville les hameaux de Senneville, Fresnes, Gros-Moulu et La Plagne, une nouvelle commune dont le siège serait Senneville. Le maire mit en avant les préjudices pour les revenus de la commune actuelle, et spécialement pour le traitement de l'instituteur catholique à l'époque, le bien général et l'intérêt des enfants. On ne voit pas trop quel est le rapport administratif du fait que les enfants aillent à l'école qui devient communale. La majorité du conseil et des plus imposés, donc les gens importants qui sont venus pour les sujets graves, décida que serait maintenue la commune telle qu'elle se trouve actuellement et qu'on devait regarder les prétentions de la commission syndicale de Senneville comme inadmissibles et déraisonnables. Vous voyez que ça chauffe dans le hameau de Senneville à tout point de vue. Maintenant donc qu'ils ont au moins accueilli leur nouveau prêtre, schismatique, ne relevant pas d'une église reconnue par l'État. J'ai un peu insisté tout à l'heure là-dessus, à dessein. L'Église catholique française va être condamnée à plusieurs reprises et finalement elle va disparaître même. Et l'abbé Châtel aura même malheureusement une dissidence dans ses ouailles. Et finalement, celui qui va venir à Senneville ne sera plus, on disait à l'époque, de la secte de Châtel, parce qu'il en était séparé. Il s'appelle Laverdet, c'est un brave prêtre, très érudit, et c'est ce Laverdet qui va être condamné par la justice, pendant qu'en même temps Châtel le sera pour une autre raison. Et finalement, pour en terminer avec Châtel et cette église catholique française qui ne fait qu'un court passage à Senneville, avec donc j'ai dit la messe en français, tout est gratuit, etc. Et dans le petit temple, qui est une chapelle au commencement, que Tétréault et ses amis ont construit et dont ils sont propriétaires, l'abbé Châtel va finalement donc renoncer à son ministère et il mourra dans la misère, dans la pauvreté. C'est assez triste, après avoir été, et ça c'est étonnant, épicier rue Mouffetard à Paris. Revenons donc à Senneville, où le sous-préfet apprend, le sous-préfet de Mantes, parce que vous savez bien que Senneville relève de l'arrondissement de Mantes, et donc il y a un très sympathique et bienveillant sous-préfet du nom d'Armand Cassan. Je crois qu'au moins vous connaissez son nom, parce que je crois qu'il y a une rue ou une place à Mantes qui honore sa mémoire, et à juste titre, parce que c'était un homme très bienveillant, très affable, et il entend parler de ça, enfin en tout cas on le lui signale, et donc il envoie un architecte, et même il va se déplacer avec l'architecte qui va vérifier la conformité, la solidité de l'édifice pour la sécurité des fidèles. Cet accommodant sous-préfet déclare en rentrant à Mantes « Mes enfants, j'ai visité votre église et je veux entendre votre messe en français. » Alors, pour l'heure, ils ont le soutien du sous-préfet qui trouve cette initiative plutôt originale, certes, mais pouvant avoir toute sa place dans le village. Hélas, le sous-préfet mourut le 3 février 1837, à l'âge de 34 ans, très certainement regretté de la population de Senneville, en particulier dans la suite de cette histoire.
Il y a le Caillard, qui, je vous l'ai dit, le prêtre qui est mentionné au conseil municipal, comme lui aussi fédérateur de cette volonté de séparer le village de Guerville, et qui a donc coordonné cette pétition de scission en 1836, qui va abjurer la même année. Alors c'est malheureux pour les gens. Il y en a un autre qui s'appelle Marandel, qui fait que passer, parce que celui-là, c'est un alcoolique. Et il se rétracte à son tour et il rentre dans le giron catholique. Et comme l'abbé Châtel a eu des dissidents, je vous l'ai dit, c'est un nommé Ozou. Alors c'est compliqué tout ça, il y a plein de personnages, mais vous suivez quand même. L'abbé Ozou qui est séparé de Châtel, qui a pris la relève en quelque sorte pour la fameuse église catholique française. Il est sollicité après une visite et une messe à Senneville. Et ce nouveau responsable de cette église schismatique envoie alors en mars 1837 l'abbé Auguste Nicolas Laverdet. Mais aussitôt, le nouveau sous-préfet, Auguste Pierre-Georges Mahler, qui lui ne supporte pas ce genre d'infraction et qui n'avait aucune bienveillance, convoque l'abbé Laverdet pour lui signifier que l'association des habitants n'avait pas l'autorisation de se réunir. Et voilà, les gendarmes dépêchés par le sous-préfet qui vinrent interdire la messe que l'abbé Laverdet allait célébrer ici pour la première fois. Exhortés au calme par le prêtre, 150 personnes rassemblées en ce moment consentirent à se disperser en portant, dit-on, chacune leur chaise, qui leur coûtait rien comme vous avez entendu. La chapelle fut fermée et on était le 12 mars 1837. Ce fut le début, 1837, d'une procédure qui mena l'abbé Laverdet et ses partisans devant les tribunaux, le tribunal de police correctionnelle de Mantes, le tribunal de Versailles et la Cour de cassation. Ils vont être brillamment défendus par un avocat très célèbre à l'époque, le frère d'Odilon Barrot, qui s'appelait Ferdinand Barrot, puis devant la cassation par aussi un brillant avocat du nom de Louis Nachet, dont bien sûr les plaidoiries sont conservées et imprimées. Et le jeune prêtre, donc, il avait 32 ans, fut condamné pour port illégal du costume ecclésiastique de l'Église romaine, parce qu'ils n'avaient pas pris soin d'avoir une nuance, constitution d'une association illicite de plus de 20 personnes et prosélytisme. Alors en fait, il y a 2 articles dans le Code pénal qui vont être récurrents, cités toujours dans ces audiences de tribunal. Cette première histoire, il y a un premier procès donc envers les habitants de Senneville et cet abbé Laverdet de l'Église catholique française. Bientôt, il y aura un autre procès qui sera fait devant le pasteur qu'ils attireront à Senneville et les mêmes habitants. Mais dans ces 2 moments de procédure, on cite sans cesse 3 articles, l'article 291 et l'article 294 du Code pénal, qui concernent le droit de se réunir et le droit d'association. Ce n'est pas une question religieuse, c'est le fait d'être à partir de 20 personnes. Il faut demander, c'est dans le Code pénal, sinon c'est une infraction à l'époque, il faut demander l'autorisation à l'autorité municipale ou l'autorité référente, le droit de se réunir en un certain endroit, y compris dans une maison particulière ou un appartement. Et voilà. Les cultivateurs de Senneville se réunissent chez eux, ils sont plus de 20 et ils n'ont pas demandé l'autorisation pour célébrer un office religieux. Mais en réalité, il l'avait demandé au maire, le fameux Cosson dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était aussi buté que le chef de file de l'autre côté. Et le maire Cosson a jugé qu'il ne fallait pas donner d'autorisation, donc il n'a même pas répondu, il n'a pas donné de permission et il n'a rien fait d'autre que d'envoyer les gendarmes la première messe de l'abbé Laverdet. Et il a dénoncé au tribunal de Mantes, en même temps qu'au sous-préfet, cette réunion qu'il estime illicite. Quand on interroge Laverdet et ses partisans, ils disent « Mais nous avons déclaré nous réunir dans notre chapelle sous la conduite de cet abbé que nous avons fait venir. » Eh bien, rien n'y fera. Les arguments que l'avocat Barrot, Ferdinand, avancera, puis en cassation l'avocat Nachet, rien n'y fera en remuant toutes les questions de droit
possible et imaginable, rien n'y fera, on condamnera ces gens de ne pas avoir eu l'autorisation de se réunir pour ce motif qui est dénoncé comme étant d'un prosélytisme intolérable. Il y a autre chose, c'est la charte de 1830 qui garantit l'exercice du culte à tous les citoyens. Et cette charte est présentée par les avocats, c'est la charte de Louis-Philippe, de la monarchie de Juillet, qui est très, très vénérée par tout le monde, parce qu'elle donne cette liberté d'avoir une confession, même qui n'est pas reconnue par l'État, par le biais d'une association, mais toujours avec la permission de l'autorité publique. À chaque fois, on avancera l'article de la charte de 1830, on contestera les 2 articles du Code pénal, et puis tout le monde sera condamné. Ferdinand Barrault, son frère Odilon Barrault, qui va être l'avocat des protestants, j'y arrive, puis Jules de Laborde, qui lui-même est un protestant. Ce sont des personnages très importants à l'époque, un peu oubliés aujourd'hui. Odilon Barrault est un homme politique de premier plan à cette époque. Ce sont des gens donc, qui s'engagent pour défendre en fait, le droit pour des habitants, quelle que soit leur situation géographique, évidemment, ou s'ils relèvent ou non de l'Église catholique, de se réunir à partir du moment où ils ont déclaré qu'ils voulaient être ensemble pour professer un culte qui leur plaît. Ils ne cesseront donc, tous ces avocats, d'avancer le principe de la liberté de culte sans contradiction avec les lois en vigueur, s'appuyant entre autres sur cette charte donc, de 1830, c'est l'article 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection. Odilon Barrault, quand on sera au procès des protestants, se voyait taxé ironiquement de parler avec une pompe ordinaire de ces grands principes, c'est ce qu'on lit dans le journal des débats, appuyait cependant les positions de personnages très influents, un peu oubliés aujourd'hui, d'Aussonville ou Gasparin, à la Chambre des députés dès 1844. Et Odilon Barrault, de ce fait, avec le soutien de beaucoup de gens influents, devenait le champion de la cause de la liberté absolue pour tous les cultes, entraînant la liberté de l'enseignement. Vous allez voir en quoi l'enseignement intervient dans cette affaire. Les gens de l'Église catholique française sont condamnés, on n'en reparle plus. L'évêque de Versailles vient en juin, le 1er juin 1837, alors il devait être un brave homme, ce monseigneur Louis Blancard de Bailleul. Alors il arrive très, très, très rond, comme ça, il essaye d'apaiser son petit troupeau, il veut rencontrer les paroissiens dissidents, il va même à Saint-Jean-Baptiste de Senneville, qu'à l'occasion on rouvre, donc la chapelle qui historiquement toujours là, auprès de la fameuse fontaine ou source. Le prélat administre un baptême, prononce des paroles paternelles en présence du sous-préfet Malher qui, lui, veille à ce que tout rentre en bon ordre. Pendant 5 ans, après cette condamnation des tribunaux, la visite de l'évêque qui ne provoque aucune conséquence, pendant 5 ans, il ne se passe rien de particulier. Et on a l'impression que les habitants du hameau ne vont même plus à aucune église. Je ne crois pas, ils ont dû aller dans des villages voisins, etc. Il fallait bien les enterrer aussi. Alors, il faudra faire une enquête peut-être sur ces 5 années. Je ne l'ai pas faite. Octave est un colporteur de la région, un militant protestant dans la mouvance du réveil évangélique que favorisaient quelques pasteurs de Paris, dont l'un de mes prédécesseurs, le pasteur Jean-Jacques Haussmann, qui était donc à l'église des Billettes, l'église luthérienne, rédacteur d'un journal dans lequel des idées de réveil, de piétisme étaient chaque semaine énoncées, et qui s'appelait l'Espérance. Octave, on ne le connaît que sous son prénom, celui-là, il y en a un autre qui arrive après, voyageait souvent jusqu'à Senneville où il était hébergé la nuit, j'ai retrouvé ça, il est hébergé la nuit dans la maison de Jean-Baptiste Tétréault et de sa seconde épouse qui s'appelait Marie-Apolline Bourseau. Au groupe qui se réunissait là, il lisait et commentait les passages de la Bible et des ouvrages d'évangélisation. C'est un colporteur, donc il a plein de petites brochures, des petits traités, comme on a dit aussi à une certaine époque, des ouvrages d'évangélisation
dont l'auteur était le pasteur Napoléon Roussel. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Napoléon à cette époque-là, parce qu'ils sont nés sous le consulat et l'Empire. Donc il y a le pasteur Napoléon Roussel, qui est un éminent pasteur. Il a été président du consistoire à Marseille, il a été à Saint-Étienne. C'est un pasteur très connu de l'Église réformée et qui consacre désormais son ministère à l'évangélisation. Alors soit il se rend là où on l'appelle, soit il écrit ces fameuses brochures et ses conséquences à la littérature. Un autre marchand forain du nom de Lafranc, lui aussi un pieux protestant du Réveil, parvenait à vendre des traités religieux et des Bibles. Jules de Laborde, qui est l'avocat ensuite du pasteur Roussel, dira devant la Cour de cassation en avril 1843 « Le sieur Lafranc, s'occupant d'un petit commerce qu'il appelle de temps à autre à faire dans les communes voisines de celle qu'il habite, je vais vous dire laquelle, je vais retrouver, des excursions qu'il sait rendre moralement profitables à autrui en distribuant çà et là des exemplaires des Saintes Écritures, c'est-à-dire de la Bible. Visitait à diverses reprises les habitants de Senneville et il mit entre leurs mains des Bibles ainsi que quelques écrits religieux et dans des entretiens dictés par la piété la plus sincère, dirigea leurs pensées vers l'examen et l'adoption du culte pratiqué par l'Église réformée de France. À la suite de ces entretiens, je cite encore Jules de Laborde devant le tribunal, à la suite de ces entretiens, les habitants de Senneville exprimèrent le désir qu'un pasteur de cette église vint les visiter. Ce sieur Lafranc n'était pas que colporteur. Vous avez compris qu'il vient nuitamment dans la maison de Très-Haut pour partager des études bibliques. Il est relieur sur toile. Et figurez-vous, ça c'est très exceptionnel, très singulier, ces étiquettes au revers de la reliure, ces étiquettes portent, il en existe, il faudrait un jour que nous puissions le voir, même toucher l'objet. Il y en a beaucoup, mais ce n'est pas facile à trouver, dans certaines bibliothèques bien sûr. Ils mettent une étiquette, comme ça se faisait beaucoup, relieur à Paris, à telle adresse, etc. Lafranc, virgule, évangéliste, à Vaux d'Argenville, relieur sur toile. Ce Lafranc est donc un homme de la région, de Vaux, peut-être le fameux Vaux les Huguenots, sur lequel nous ne parlons pas aujourd'hui parce que ça ferait un autre sujet. C'est quelqu'un du pays mantois qui est adhérent au mouvement du réveil évangélique et qui distribue, en plus de faire son métier de relieur par ailleurs, il distribue des brochures et en particulier du pasteur Napoléon Roussel. Et il se trouve que ce pasteur, qui n'a pas de poste, il a renoncé à être titulaire d'une paroisse, est en villégiature avec sa famille à Saint-Germain-en-Laye, et que le sieur Lafranc le sait. Alors, il va interpeller ce pasteur en disant « Il y a des gens qui lisent votre littérature de réveil dans le village de Senneville, venez donc les visiter. » Le pasteur, Napoléon Roussel, va effectivement venir, et sa fille en a raconté les épisodes dans ses mémoires. Soit dit en passant, sa fille va introduire en France l'armée du salut. Donc oui, c'est des gens qui sont très établis dans le protestantisme français de l'époque. Les habitants s'adressent donc par le biais de Lafranc à un pasteur de Paris pour lui demander comment il devait s'y prendre pour établir au milieu d'eux le culte réformé. Ils ont donc touché le pasteur Roussel, qui se repose à Saint-Germain-en-Laye et qui accepte de venir la première fois le 12 juin 1842. Et il est très prudent, ce pasteur. Il va d'abord leur présenter les grands principes de la réforme, parce que ces gens n'ont jamais entendu parler, à part les brochures du colporteur, de ce que c'est que le protestantisme. Il va leur parler donc, dit-il, des vérités fondamentales et des éléments constitutifs de son culte. Il n'a pas de mandat du consistoire. Et il est accompagné, comme il le sera ensuite quasiment systématiquement, par un personnage de ses amis, ils iront ensemble aussi devant le tribunal, qui s'appelle Alexandre Joseph de Valcourt. C'est une éminente personnalité protestante.
Et voilà la résolution de ce qui va se passer ensuite, c'est que ce Valcourt, qui est un architecte, pour ceux qui connaissent certains temples, il a bâti le temple de la rue Madame à Paris, qu'on appelle le temple du Luxembourg. Et puis comme il s'est retiré à Cannes, où il est mort en 1879, il a acheté un terrain et offert ses services pour la construction du temple de Cannes, donc sur la Côte d'Azur. Mais il est surtout l'un des initiateurs et des membres assidus d'une société évangélique protestante de Paris, créée en 1833 à des fins de mission protestante en France et en dehors des églises reconnues par l'État. Alors, voilà ce qu'il faut bien retenir de ce petit épisode de l'histoire du hameau de Senneville. Les gens font appel à un pasteur, qui est un pasteur régulier de l'Église réformée de France, de l'époque, mais qui n'a pas de mandat du consistoire. Il est là comme missionnaire, accompagné de quelqu'un qui représente une société des missions protestantes qui salarie des instituteurs pour répandre la réforme protestante évangélique, là où ça leur paraît nécessaire parce que les âmes sont perdues si elles ne sont pas arrachées au catholicisme. Il y a donc deux instances qui sont en jeu là, et qui vont être l'objet, en plus du droit de se réunir ou non des habitants de Senneville, la permission qu'ils sollicitent et qu'il leur a refusée du maire. Il y a d'un côté le consistoire, qui est à Paris à l'époque, pas encore à Versailles, le consistoire, donc l'organe de gouvernance de l'Église réformée, qui n'a pas mandaté le pasteur, et il y a une société des missions qui, parce qu'elle est une association, a le droit quand même d'aller annoncer l'Évangile et de réunir les gens autour de la Bible. C'est un petit méli-mélo qu'au tribunal, Odilon Barrot n'a aucun problème à rendre clair et lucide aux juges. Le pasteur Roussel, prudent, chercha à s'assurer dans de simples et familières conversations de la réalité du désir et la sincérité des dispositions de ces futurs nouveaux paroissiens qui réclamaient instamment sa présence. Il fut décidé qu'un culte serait célébré le dimanche 24 juin dans la chapelle privée, fermée depuis 5 années, et qu'on en ferait la déclaration au maire, Jean-Charles Cosson, mais celui-ci tint pour non avenue cette réunion et la dénonça au juge d'instruction de Mantes. Le dimanche 3 juillet, ayant à nouveau formulé la déclaration nécessaire, le pasteur Roussel put enfin célébrer un service. Il y avait une vieille Bible de 1581, je raconte à mon avis ce que c'est exactement comme objet dans mon article, donc je ne m'attarde pas, mais il y a une vieille Bible du XVIe siècle probablement apportée par Lafranc, qui est posée sur une table, voilà, imaginez, ça c'est une Osterwald de la version 1841, donc contemporaine de nos événements, et Roussel en était à prêcher sur les versets de l'Épître aux Romains, que toute personne soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu. Quand il fut interrompu au milieu de sa prédication par le maire, avec l'écharpe, survenant assisté des gendarmes, qui le somma d'exhiber l'autorisation en vertu de laquelle il exerçait ainsi l'un des actes de son ministère. Le pasteur répondit que la déclaration régulière avait été faite, et le maire furieux dut se retirer. Le dimanche suivant, 10 juillet 1842, alors que le culte allait commencer, une troupe de 50 soldats du 18e régiment de ligne, stationnés à Mantes, 50 soldats avec leur capitaine, arrivent et empêchent la tenue du service en investissant la chapelle. En présence de l'autorité municipale, toujours ce fameux Cosson, l'officier se fit remettre la clé, dès lors confiée au garde champêtre, qui s'appelait, j'ai retrouvé cela, Louis-Auguste Giroux. Il fut dressé procès-verbal et le préfet de Seine-et-Oise en fit rapport au ministre de la Justice et des Cultes, Martin du Nord. Martin du Nord, il est très bienveillant quand il apprend cette histoire. C'est sur la base de ces événements que fut introduite la procédure judiciaire et que fut décidé le 7 octobre 1842 le renvoi devant le tribunal correctionnel de Mantes. Pourtant, dès le surlendemain de cet épisode, le ministre à Paris, avait considéré que de simples mesures d'ordre pouvaient suffire. Car selon lui,
dans la lettre qu'il a envoyée le 12 juillet, et qui existe dans nos archives de la Société des missions protestantes de France, le 12 juillet, il écrit au préfet, je cite, « Il semble résulter du procès verbal que le sieur Roussel, donc le pasteur, a été appelé par un grand nombre d'habitants de Senneville, que la réunion religieuse qu'il a présidée était paisible et recueillie, qu'elle n'était la cause d'aucun désordre, et que les services religieux qui y avaient lieu étaient ceux du culte protestant. Je sais en effet, poursuit-il, que le sieur Roussel est un ancien pasteur de l'Église réformée qui a quitté volontairement la paroisse dont il avait été chargé et sur lequel l'administration n'a reçu que des témoignages honorables. Enfin, le ministre ne voyait aucun motif d'interdire les réunions et engageait le sous-préfet, alors c'est le sous-préfet sévère, là, le Malher, et le maire, Cosson, à conserver, dit-il, une balance égale entre les diverses croyances religieuses que peuvent partager les habitants de la commune en maintenant à l'égard de chacune les principes d'ordre et de sage liberté. Rien n'y fait, le sous-préfet et le maire ne veulent pas de cette conciliante recommandation ministérielle. On en vint donc à un deuxième procès dont je vous ai apporté ici l'édition qui fut faite en 1843 à Paris chez le libraire Delay, ça c'est l'original, avec la plaidoirie d'Odilon Barrot. J'ai aussi le portrait d'Odilon Barrot que je peux vous montrer, gravure exactement contemporaine de ces faits, homme politique qui sera même Premier ministre et qui terminera président du Conseil d'État, un politicien libéral, comme on dit à l'époque de Louis-Philippe et sous le Second Empire. Et ces documents qui sont touchants, d'une certaine façon, alors ce sont des documents imprimés, mais ils évoquent l'intérêt national qu'a suscité cette petite histoire, où il y a seulement 150 personnes qui veulent entendre la prédication de l'Évangile, et 50 soldats qui sont envoyés par le sous-préfet et le maire pour les en empêcher, et puis les dénonciations devant le tribunal de police correctionnelle. Mais vous avez bien compris que c'était ça, l'argument par lequel on a empêché les protestants de célébrer leur culte au début, c'est le trouble à l'ordre public, parce qu'on leur a refusé la permission de se réunir. On fait donc le procès du pasteur Roussel, du marchand Lafranc, de Valcourt, l'architecte, là, celui qui est de la Société des missions, et puis des habitants qui sont prévenus d'avoir troublé l'ordre public. Bien que l'admirable plaidoirie d'Odilon Barrot, donc ce grand personnage que moi j'estime énormément, hein, pas seulement pour cette histoire d'ailleurs, hein, c'est vraiment une très belle figure, malgré que tout cela, y compris la plaidoirie, eut bien embarrassé le procureur qui a essayé de ridiculiser, je cite, « ces hommes qui font choix de 2 cultes en 5 ans ». Ben oui, ils étaient catholiques romains, ils sont passés catholiques français, et les voilà maintenant protestants réformés. Le tribunal correctionnel de Mantes, en son audience du 24 novembre 1842, condamna Roussel, les 7 prévenus, propriétaires conjoints de la chapelle, Lavinet, Lecomte, Larcher, Turpin, Aran, Le Sieur, Beaujean et Voland. Chacun est solidairement à 16 francs d'amende, c'est prévu dans le code pénal, le fameux article 291 et 294, et il prononça la dissolution de l'association et ordonna la fermeture du bâtiment servant lieu de réunion. Cette affaire, je l'ai dit, a fait grand bruit, elle a soulevé donc des débats sur lesquels je ne vais pas m'attarder maintenant parce que l'heure tourne, mais il y aura des interventions à la Chambre des députés et beaucoup d'articles de semaine en semaine dans toute la presse. Toute la France a entendu parler à cette époque-là de l'affaire, on disait, parce qu'il y a donc eu 2 procès, mais c'est l'affaire de Senneville. Les pasteurs des 2 consistoires, donc les pasteurs qui sont salariés de l'État, mes prédécesseurs de l'église de la Confession d'Augsbourg, l'église luthérienne à Paris, les pasteurs de l'Église réformée, presque tous les pasteurs et consistoires de France signent des pétitions et envoient des protestations au garde des Sceaux, qui à l'époque est le ministre des cultes, et ce n'était pas le ministère de l'Intérieur, ça a varié tout du long du XIXe siècle, et ces déclarations dans lesquelles ils protestent par rapport à la loi, tout comme par rapport à la conscience, liberté de se réunir conformément à la loi, liberté d'avoir une foi dissidente dont aucune instance d'État n'a à juger. Toutes ces déclarations, protestations, pétitions sont publiées dans les journaux.
Et malgré toute cette effervescence, le renvoi du second jugement, celui du tribunal de Versailles, du 23 février 1843, ça dure, porté en cour de cassation, fut rejeté à l'audience de la chambre criminelle, mais vous voyez jusqu'où on va, la chambre criminelle du 22 avril 1843. Plaidoyer pourtant du comte Jules de Laborde, fils du général du même nom, qui était un protestant très, très engagé dans la Société des Missions. C'est très curieux d'ailleurs, tout ce réseau de gens qui s'impliquent ont d'une manière ou d'une autre un lien à un moment donné, et spécialement par l'attachement à la liberté de conscience, à la liberté de culte et à la grande famille des protestants français, quelle que soit la dénomination. Désormais, le pasteur Roussel ira continuer son ministère ailleurs, un peu de la même façon, mais là avec beaucoup plus de sérieux législatif, on va dire, puisqu'il laissera invité par les consistoires du Limousin en particulier. Et il va fonder plusieurs postes, enfin pas postes, c'est pas lui qui les décide, mais il va créer des communautés, en particulier en Haute-Vienne. Villefavard est le lieu le plus célèbre de l'action de ce pasteur Roussel. Qu'adviendrait-il désormais, donc ils sont condamnés, des habitants de Senneville qui avaient fait choix du protestantisme et qui dès lors n'avaient plus d'autorisation de se réunir? Eh bien, ils vont accepter la proposition, je pense, de Valcourt, j'ai cité Valcourt, l'architecte, là, qui est de la Société des Missions protestantes, d'accueillir un instituteur. Et par le biais de l'œuvre scolaire, ils vont réinitier l'exercice du culte protestant. C'est la Société donc, des Missions évangéliques protestantes de Paris qui crée, qui fonde une œuvre scolaire, une école, dans le hameau de Senneville. On se réunit derrière le petit temple là, qui a servi provisoirement et qui est fermé. Le premier instituteur est un Suisse du nom de Deleuze, détenteur du brevet de capacité et de moralité exigé par la loi de 1833, parce qu'il y a une loi, bien sûr, qui dit qu'on ne peut être instituteur que si l'on a 18 ans accomplis et que l'on a un certificat de moralité et qu'on a bien sûr les examens nécessaires pour la capacité d'enseigner. Il a tout cela, ce Deleuze, et il fait la classe dans une maison particulière, celle de la famille Baucher, avant qu'on s'installe donc dans une construction qui existe encore, l'école qui est juste derrière le petit temple de Senneville. Un correspondant du journal Archives du christianisme, qui est un journal protestant de l'époque, qui paraît toutes les semaines, relate le résultat du zèle de l'instituteur missionnaire. Voici, Monsieur Deleuze a fait, on va dire Delu d'ailleurs, on ne prononce pas le Z en Suisse, en Pays de Vaud. Monsieur Deleuze a fait ce que faisait Guillaume Farel, alors c'est un réformateur du XVIe siècle. Ne pouvant enseigner ouvertement, publiquement l'Évangile, il l'a enseigné dans les maisons. Il a donné ses soins en détail. Et c'est ainsi qu'après 18 mois de persévérants efforts, il a initié les pères et les enfants aux premières connaissances de la religion de l'Évangile, aux vrais principes de la morale, au goût de la piété. Grâce au soutien de la Société évangélique de France, qui est à Paris, les habitants de Senneville pouvaient maintenant s'adresser au pasteur Nelson Vors, ça s'écrit V-O-R-S, à qui était confié depuis 1834 le poste de Versailles. À Versailles, c'est le pasteur officiel du consistoire de Paris. Poste qui a été créé le 19 novembre 1833 par le gouvernement et qui relevait ainsi, comme je viens de le dire, du consistoire réformé de Paris. Plus aucun obstacle ne pouvait s'opposer au développement du culte protestant. On a travaillé les familles par les enfants et on dit, maintenant, le pasteur de Versailles pourrait venir nous visiter. Et ce fut le 12 janvier 1845 que M. le préfet, instruit du désir des habitants et des intentions du consistoire, écrivit à M. le sous-préfet de Mantes pour lui faire connaître l'inauguration du culte réformé qui allait avoir lieu le 19 à Senneville. On est donc le 19 janvier 1845, les prémices c'était 10 ans auparavant, dans la maison du sieur Lecomte, en réalité ce sera une grange de ce propriétaire, et l'inviter à lui donner au besoin toute protection. Le sous-préfet doit donner protection à l'inauguration du culte réformé à Senneville.
Un brigadier et un gendarme se rendirent en effet le 19 à Senneville pour assister à la cérémonie d'installation. Procès-verbal fut dressé par monsieur le pasteur Vors et envoyé à la préfecture. Ça, c'est un document que j'ai retrouvé dans les archives de la préfecture. De son côté, monsieur le préfet donna avis de ce qui s'était passé à monsieur le ministre des cultes. Une lettre du ministre en date du 30 janvier contient à ce sujet la réception et l'approbation. Le culte a depuis lors été habituellement célébré à Senneville. Dans cette lettre au procureur du roi à Mantes, le 15 janvier 1846, le pasteur Juillerat Chasseur, qui est le président du consistoire de Paris, conclut, je cite, « L'autorité administrative a donc tout connu et tout approuvé. » Enfin, dira-t-on. C'est donc dans une grange de la famille Lecomte que se tint ce culte solennel en présence des membres du consistoire, d'Alexandre de Valcourt, le fameux architecte et responsable de la Société des Missions, beaucoup de gens venus de Paris et de Versailles. Des cultivateurs des environs se dirigèrent en foule sur Senneville, raconte un correspondant du journal, Archives du christianisme, et lui-même, le correspondant, dit « Je suis venu d'une commune voisine où j'habite ». Je n'ai pas réussi à savoir qui était ce correspondant qui écrit et qui fait le rapport, dont je vais lire juste un extrait, après l'éloge de l'instituteur de Luz. Voici ce que dit ce correspondant d'un journal et qui donc va être publié en février 1845. La journée d'hier, donc le dimanche, a été une véritable fête pour les habitants de Senneville. Après 9 ans d'efforts et de procès, ils ont vu le culte protestant célébré parmi eux sans entrave, avec l'assentiment de l'autorité. Les habitants de Senneville ont été heureux d'apprendre que le culte protestant serait ouvert chez eux le dimanche 19 janvier 1845, sous la protection de l'autorité. Ce jour-là, les cultivateurs des environs se dirigèrent en foule sur Senneville et je suis venu, comme eux, de la commune voisine où j'habite. J'y trouvais déjà réunis plusieurs membres du consistoire de Paris et de Versailles, auprès desquels chacun fut heureux de voir monsieur de Valcourt, qui représentait en cette occasion la société évangélique et qui a pris lui-même une large et noble part dans l'œuvre d'évangélisation du pays. Un seul regret se mêlait à la joie des habitants, c'est que le culte ne put s'ouvrir dans l'église qu'ils avaient bâtie eux-mêmes et qui est fermée par suite d'un dernier procès non jugé. Et ça sera rouvert ensuite et ça va être le temple de Senneville que le consistoire va vendre à la commune dans les années 60, je crois, 1960, et qui est maintenant donc un édifice municipal que nous avons visité avec les amis du Vexin français l'année dernière. Mais que le pasteur de Mantes peut réclamer pour l'usage de célébrations, en particulier de funérailles, puisqu'il y a un cimetière protestant en plus. Mais ça fait beaucoup de choses tout ça. Un seul regret donc, c'est que le culte ne put s'ouvrir dans l'église qu'ils avaient bâtie eux-mêmes et qui est fermée donc par suite du dernier procès. Une grange avait été préparée avec un soin intelligent pour la solennité du jour. À midi, monsieur le pasteur Vors, c'est donc le pasteur de Versailles, entra et la foule remplit aussitôt l'humble édifice dans un religieux silence. Le service a commencé par la lecture du chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Vous irez voir, là, j'ai ouvert à la page du chapitre 12 de l'Épître aux Romains, votre vieille Bible, version Osterwald, révisée et imprimée en 1841 par la Société biblique de Paris, qu'il ne faut pas confondre avec la Société des Missions. Un psaume a été chanté. Alors c'est tout un chapitre sur l'exhortation à la vie chrétienne de la communauté. Un psaume a été chanté, ensuite, avec des femmes et des jeunes enfants ensemble, sous la direction de M. Delu, l'instituteur. Le pasteur a dit la prière, puis il a prêché sur le verset. « Faites en sorte qu'on ne vous blâme pas de l'avantage dont vous jouissez. » C'est dans l'Épître aux Romains, juste après, au chapitre 14, le verset 16. Je n'ai pas retrouvé quelle est la version qui l'énonce ainsi, parce que toutes les autres versions ont une autre façon, mais bon, peu importe, c'est l'idée que quand on a reçu une grâce, un privilège de Dieu et de l'autorité, de la société, eh bien, il ne faut pas que ce soit le sujet d'un blâme, il ne faut pas que le fait que l'on ait la bénédiction de Dieu soit une convoitise méchante ou suscite le blasphème des autres.
Il a tiré parti de ce texte pour faire comprendre à son auditoire les avantages d'une foi éclairée et libre et les devoirs qu'un tel bienfait dont ils se voient en possession leur impose envers Dieu, envers leurs semblables, envers eux-mêmes. Il remercie les autorités, je passe. Il fait action de grâce pour la société évangélique, je passe. Suite. Toute l'assemblée s'est unie de cœur et de pensée avec le pasteur lorsqu'il a donné la louange la plus méritée à l'instituteur qui a si bien compris sa sainte mission. Lorsqu'il a fait voir dans ceux qui instruisent les jeunes générations, dans ces hommes de médiocre apparence aux yeux du monde, les instruments de Dieu, les véritables civilisateurs d'un pays. Oh, nos hommes politiques devront en prendre de la graine. Ceux qui instruisent les jeunes générations, malgré l'apparence médiocre qu'ils peuvent avoir aux yeux du monde, sont les instruments de Dieu, les véritables civilisateurs d'un pays. Et il a profondément ému l'assemblée. Il a fait couler les larmes des yeux de plusieurs en rapportant les paroles d'une femme âgée de Senneville, sur la tombe de laquelle il avait prié peu de jours auparavant. Cette femme, sur son lit de mort, parlait avec une joie pleine d'espérance de la prochaine ouverture du culte dans le village où elle était née, et répétant le vœu de Siméon, « Oh, disait-elle, que je vois seulement ce jour et que je meure. » Eh bien, j'ai retrouvé le nom de cette femme sur les registres d'état civil de Senneville, et je vais vous le dire parce que c'est important d'entendre le nom de ces personnes qui vous ont précédé dans la foi dans cette région. Elle s'appelle Marie-Anne Fleury, cultivatrice âgée de 50 ans, née en cette commune le 17 Vendémiaire en 3 de la République, donc en 1795, décédée aujourd'hui le 15 janvier 1845 à 3 heures du soir en sa demeure à Senneville. J'ajoute qu'elle est la veuve de Nicolas Gautier, et qu'elle était la fille d'un nommé François Fleury et d'Anne-Thérèse Tétréault. Vous vous souvenez? Tétréault. Eh bien, c'est une parente de notre Jean-Baptiste Tétréault, un des principaux acteurs des événements que je vous ai racontés. Le récit donc de cette célébration se poursuit avec ceci. Le service a été terminé par la touchante cérémonie d'un baptême et le pasteur a annoncé que le culte public serait célébré régulièrement à Senneville le 3e dimanche de chaque mois. En prenant les choses comme elles sont, il y a dans les événements de cette ville, Senneville, un fait très digne d'attention, un enseignement précieux à recueillir. Les deux grandes fractions entre lesquelles se partage aujourd'hui parmi nous le protestantisme réformé, c'est-à-dire la société de mission, d'évangélisation et le consistoire officiel reconnu par l'État, ont chacune mis la main à cette œuvre d'évangélisation. La société qui a agi en dehors des consistoires l'a commencé, l'Église consistoriale l'a menée à terme. L'œuvre va prendre son essor et en 1847, le nouvel instituteur, qui s'appelle Delacroix, a 22 enfants dans sa classe. Et figurez-vous qu'à la longue, mais je vais arrêter dans 1 minute 30, à la longue, les enfants à l'école protestante sont plus nombreux que ceux à l'école communale catholique. Et ça inquiète évidemment à nouveau le maire, et il y a à nouveau des disputes au conseil municipal. Mais l'instituteur de la Croix écrit encore à la direction de la Société évangélique, parce que lui, il relève directement, vous l'avez compris, de la Société des missions, et il est salarié par elle. Le 24 juin, M. Vors a baptisé 2 enfants après la célébration du culte. Un grand nombre de catholiques romains assistaient à la prédication. Il y avait au moins 400 personnes au culte. Monsieur le pasteur, ça nous fait rêver, n'est-ce pas? Il y avait au moins 400 personnes au culte dans le petit temple là qui est rouvert. Plusieurs sont venus de 4 à 5 lieux. Une distribution de textes religieux fut faite à l'entrée du temple. Ce jour rappelait bien des choses aux braves gens de Senneville. Je cite un document inédit qui est à la bibliothèque du protestantisme à Paris. Ce jour rappelait bien des choses aux braves gens de Senneville, car il y a eu 4 ans, le 24 juin dernier, que les autorités repoussèrent le pasteur Roussel et lui intentèrent un procès.
Au lieu d'un capitaine de la troupe de ligne accompagné d'une 50aine de soldats et de 12 gendarmes, tous venus de Mantes pour disperser l'assemblée à laquelle le pasteur Roussel allait annoncer l'Évangile, nous avions, le 24 juin dernier 1847, quelques musiciens de la garde nationale d'un bourg voisin qui donc vont accompagner les cantiques. Ils veillaient à la bonne exécution du chant et leur capitaine assistait au culte. Régulièrement, c'est le pasteur de Versailles qui se déplacera, donc une fois par mois, comme je l'ai dit, et il enverra surtout des jeunes ministres qui seront ses suffragants, et en particulier un pasteur qui sera le premier titulaire de la paroisse de Saint-Germain-en-Laye, qui est le pasteur Napoléon Perrat, une grande figure de l'Ariège, dans laquelle je ne m'attarde pas. Je termine sur le fait que maintenant qu'il y a une communauté protestante, la nécessité s'est fait sentir d'ouvrir un cimetière. Obtenir un cimetière fut de nécessité pour ces familles adhérentes au protestantisme réformé, car on ne pouvait pas, va-t-on le rappeler en ce temps-là, permettre des inhumations de personnes non catholiques dans une terre bénie par l'Église romaine. Or, le cimetière de Senneville est béni par le curé de temps immémorial. Et pourtant, les lois de Napoléon prévoient que le cimetière communal doit accueillir tous les citoyens, quelle que soit leur confession, ou même qu'il n'ait pas de confession religieuse. Mais voilà, le maire de Guerville et son relais, bien sûr, à Senneville, font difficulté. Et le 21 septembre 1845, on refuse d'acheter un terrain. Mais ensuite, c'est le préfet qui s'en mêle et qui accorde l'autorisation d'acheter par la commune un terrain qui existe encore, que nous avons visité avec quelques amis. Il a été ouvert, enfin, le terrain a été acheté le 15 février 1846 et le cimetière donc existe toujours, mais malheureusement, lorsque nous l'avons visité l'année dernière, il a fait l'objet de vandalisme et donc les stèles sont couchées. Voilà. C'est pas que le cimetière ne fut pas bien entretenu, au contraire, j'ai lu dans quelque chose assez récemment qu'il avait été nettoyé il y a peut-être 4-5 ans, je ne sais pas la date exacte, mais que malheureusement, ce cimetière qui est un peu aux confins du hameau mériterait que peut-être votre communauté s'en soucie. Il y a donc eu 2 cimetières communaux dans le hameau de Senneville jusqu'à la fin du XIXe siècle, mais on peut encore être inhumé normalement dans le cimetière protestant puisqu'il est communal, je le répète, c'est la commune qui a acheté le terrain. Et il y avait 2 écoles et 2 églises chrétiennes, et il y aura ensuite des rebondissements que je ne raconte pas aujourd'hui, mais cette persévérance de ceux qui ont découvert l'Évangile d'une autre manière et dans des circonstances qui ne sont pas toujours très honorables, de disputes, c'est quand même une belle interpellation pour nos communautés chrétiennes d'aujourd'hui et pour la compréhension de la liberté. Les lois de l'époque étaient assez contraignantes, mais dans le fond, elles ouvraient déjà à cette liberté d'accueil d'une autre confession religieuse en bonne intelligence de cohabitation dans la même commune. Je vous remercie de votre attention. T'as vraiment tous les applaudissements, même le chien. Alors j'ai envoyé mon fils Naoum qui est venu me rejoindre là pour aller chercher le registre des obsèques. Malheureusement, je pense qu'il n'arrive pas à le retrouver. En fait, avant que j'arrive comme pasteur en 2019, il y a eu 2 années où il n'y avait pas de pasteur. On était en année de vacances pastorales. Et une de nos prédicatrices, Marie-Christine Perry, a justement officié des obsèques dans ce temple de Senneville. Donc je voulais là, que Naoum ramène le registre pour qu'on puisse regarder ça. C'est un temps de questions-réponses, même si on a pris un peu de temps, je pense que c'est quand même bien que ça va susciter certainement un certain nombre de questionnements chez les uns et chez les autres. Thomas Sabic a le micro, donc si quelqu'un veut ouvrir le bal des questions, sinon je me lancerai, mais je préférerais que ça vienne de l'un d'entre eux ou de l'une d'entre vous. Bravo pour M. Fabien et son travail colossal
passion pour moi. Je suis pasteur, c'est ma vocation. Bien sûr, mais au commencement, ma vraie vocation, quand j'étais jeune, et je l'ai formalisé dans mes études, c'était d'être historien, professeur à l'université, et de raconter des histoires. Alors vous voyez, ça reste un petit peu. Donc j'ai vraiment travaillé les archives, hein, je ne me suis pas contenté de copier des articles, et c'est une passion. Et de vous la partager, ça m'a fait plaisir cet après-midi. Le maire était opposé donc à ce Jean-Baptiste Tréault, peut-être pour des raisons personnelles, parce qu'on sent bien que à la longue c'est une inimitié entre deux personnes. Mais le Cosson, donc ce maire qui peut-être un brave homme par ailleurs, hein, était aussi farouchement catholique et craignait sans doute les désordres que ça pouvait, le scandale même que pour la région, ça aurait supposé qu'une communauté protestante soit si importante dans le petit village, voilà. Mais je crois quand même que c'est une affaire personnelle entre deux individus. Hein, ouais. Il y en a un qui veut se faire bien voir de toutes les instances, le sous-préfet, etc. Et puis l'autre qui a cure de tout ça et qui dit on est chez nous et si on veut, on n'est pas satisfait du curé, on va passer à autre chose. Oui, monsieur. Dans le Vexin, le lieu-dit s'appelle l'Enfer. Hein. Oui, je sais cela. Oui, Enfer tout court même. Mais alors, il se trouve que c'était... parce qu'au XIXe siècle, on parle de cet endroit comme un endroit détestable, donc Enfer, à cause des protestants, qui sera venu au XVIe siècle déjà. Mais en réalité, le nom est antérieur, je ne sais pas pourquoi il s'appelle Enfer, mais le nom est antérieur au passage présumé de Calvin et des familles protestantes qui effectivement seront dans cet endroit, qui recevra le nom au XIXe siècle de Vaux-les-Huguenots. C'est là qu'il y a ce fameux hameau de Enfer. Et alors, c'est le pasteur Joseph Panier, au début du XXe siècle, qui s'est rendu sur place parce que les uns et les autres disent il n'y a aucune trace de l'arrivée de Calvin, les autres disent mais c'est la mémoire locale, Calvin est venu, il a été reçu dans le château, etc. Bon. Le pasteur Panier, qui est un érudit de cette époque et qui a écrit beaucoup de choses très très intéressantes, plus savantes que les savants d'aujourd'hui, et spécialement pour la Société d'histoire du protestantisme français, rue des Saints-Pères à Paris, ce pasteur Panier se rend sur place, puis on lui montre, alors on lui dit c'est là l'enclos qui était le cimetière des Huguenots. Et puis là, il y a la maison où Calvin aurait séjourné. Et puis Calvin aurait même commencé d'écrire l'institution chrétienne, 1534, ce qui est vrai d'ailleurs, qui commence... C'est l'ouvrage dogmatique réformé qui va influencer toute la réforme française et suisse ensuite, qui est un ouvrage remarquable. Hein, et il est même dit que les habitants de cette maison, de ce manoir, auraient conservé les premiers feuillets, mais au moment où des catholiques seraient venus les persécuter, ils auraient jeté au feu le manuscrit en question. Bon, ça paraît un peu légendaire tout ça, mais il n'empêche que il y a quelque chose dans la mémoire locale qui dit que Calvin, comme vous avez employé ce mot, a traversé le Vexin. C'est pas impossible. On n'est pas à la trace de jour en jour des gens du XVIe siècle. Hein. C'est pas comme Napoléon, dont on sait exactement de jour en jour, j'allais dire de sa naissance, mais disons depuis le Directoire jusqu'à Sainte-Hélène, on sait exactement ce que chaque jour il a fait, parce que tous les jours il est en public, il y a des contemporains, des correspondances, et ceci et cela. Pour Jean Calvin, il y a toute une période un peu brumeuse dans laquelle il circule entre Noyon et Poitiers. Là, par contre, c'est beaucoup plus attesté qu'il sera à Poitiers et bien sûr à Nérac ensuite, chez Marguerite de Navarre, la sœur de François Ier et bientôt Jeanne d'Albret, la mère de Henri IV. Il n'est pas impossible que le réformateur Calvin ait bénéficié d'une hospitalité dans ce hameau ou dans un autre. Il n'y a pas de traces plus exactes. Mais ça nous fait plaisir d'y penser. Voilà. Moi qui suis luthérien pourtant. Hein. Voilà. Alors pourquoi aussi le terme huguenot pour les protestants ? C'est un vieux mot qui apparaît seulement... Je crois que c'est les Suisses. Hein, c'est un mot suisse, c'est Eidgenossen. En fait, c'est fédéré en vieil allemand ou suisse allemand. Eidgenossen, huguenot, petite Hugues aussi, hein, Huguelin, huguenot. C'est un surnom qui au début n'est pas péjoratif.
ce sont des gens qui sont fédérés, comme en Suisse. Là, ils font alliance entre eux. Ils ne sont pas de la communauté comme les autres. Ils ne sont pas de l'Église catholique. Et apparemment, la première mention de ce qualificatif, qui n'est pas négatif au départ, il va le devenir ensuite, ça va même être une manière condescendante des catholiques de traiter les protestants, français, ça n'existe pas en Allemagne, ce mot-là, et même pour les luthériens d'Alsace, les luthériens de France, on ne s'appelle pas huguenots, ce mot apparaît à partir de 1560, ce qui est donc relativement ancien, et c'est un tout petit peu, c'est même au cœur des guerres de religion, si on peut dire, et à la longue, ça va être un sobriquet, voilà. Mais l'explication est celle d'un vieux terme par lesquels ils se désignaient eux-mêmes. Nous formons une alliance, un cercle, on dirait aujourd'hui un club. Voilà. Nous sommes des fédérés, comme politiquement les cantons suisses sont fédérés. Et du coup, l'adjectif va ensuite être pris comme en contre-pied. Quand les catholiques vont se moquer des protestants, là aussi par Payot, presque plus gentils, les papillons de nuit dans les Cévennes. Pour prendre le contre-pied, les protestants français réformés calvinistes vont user de ce qualificatif, par exemple, quand ils parlent de la croix huguenote, qui est leur emblème, là, qui est très belle, très noble et très beau bijou, des femmes protestantes, depuis la fin du XVIIe siècle jusqu'à nos jours, en monde calviniste. Et du coup, c'est une fierté. La croix est huguenote, parce que ce n'est pas la croix latine ou une autre croix de Malte, de Saint-André, etc. Vous savez qu'il y a une croix dans le temple de Senneville, comme ici d'ailleurs, une croix nue, ça c'est les calvinistes, vous verrez que chez nous les luthériens c'est autre chose, mais chez les réformés il y a une grande croix comme ça nue, et il y en a une encore à Senneville, et j'ai trouvé une photo de 1978 où on voit que l'ancien temple a servi de bureau électoral. Et alors je crois que ça doit être une des seules images de toute la France où on voit des gens qui viennent au bureau de vote pour élire le maire peut-être, sous la croix. Et à l'époque, il y avait encore la chaire. Il y a la chaire aussi, ouais. Qu'est-ce que vous en avez fait de la chaire? Alors là... Parce que c'est vide, quand nous sommes allés avec Madame Boulanger, c'était vide. Il n'y a rien. C'est entretenu, c'est propre, tout ça, c'est municipal. Ça peut servir à souvent des choses intéressantes. C'est grand comme ici. Et il y a toujours la croix. À te dire vrai, ici aussi, il y avait une chaire derrière toi. C'est pas toi qui mais c'est pas moi qui l'ai retirée il y a quelques années. En tout cas, j'ai des photos d'archives où derrière toi, il y avait aussi une chaire. Sur cette question de la croix huguenote, il se trouve que j'accompagne l'église réformée de Dreux, qui est en vacances pastorales depuis quelques années. Et il y a un magnifique vitrail dans le cœur de l'église réformée de Dreux, où il y a une énorme croix huguenote en plein milieu. Et pour les Journées du patrimoine, là, aujourd'hui et demain, ils ont fait toute une vidéo d'explication sur la croix huguenote et sur ce vitrail que je vous invite à aller découvrir. Non, ici, on n'a pas de croix huguenote. La croix huguenote, c'est l'équivalent d'une croix de Malte, dans les branches de laquelle sont 4 fleurs de lys. Et dessous, il y a soit une colombe, soit, la tradition veut que ce soit une larme. La croix de Malte, avec ses fleurs de lys, c'est pour signifier l'attachement des protestants de France, malgré la révocation, à la monarchie. Et ça peut paraître étonnant, mais c'est parce que les protestants français de cette époque-là étaient des gens loyaux. Ils le sont toujours, j'espère. Mais ils étaient loyaux. Ils disaient, le roi est mal conseillé, mal informé, etc. Mais nous ne contestons pas le gouvernement royal. Et donc, les fleurs de lys sont dans la croix, qui n'est pas la croix latine, donc, comme je dis, une croix pâtée. Et en dessous, le Saint-Esprit, pour dire qu'ils espèrent être toujours sous la motion du Saint-Esprit, ou la larme, qui est la tristesse de devoir être dans la clandestinité, persécuté, emprisonné ou partir en exil, puisque vous savez sans doute qu'à la fin du règne de Louis XIV, donc au moment de la révocation, il y avait environ 800 000 protestants en France. Le chiffre d'1 million est exagéré, 800 000, et que plus de la moitié sont partis, accueillis par des princes protestants aux Pays-Bas, et
par ricochet jusqu'en Afrique du Sud, à cause des colonies néerlandaises, et puis bien sûr en l'électorat de Brandebourg, qui va devenir le royaume de Prusse, la fameuse communauté française de Berlin, communauté huguenote d'ailleurs, et qui célèbre encore aujourd'hui dans une église, comme le grand-père de Frédéric II leur avait permis, un culte français au cœur même de la ville de Berlin. J'ai peut-être pas assez bien suivi tout ce que tu nous donnais dans le cadre de la conférence, mais donc à un moment donné, tu nous dis que la société, la société Mission, du coup, elle trouve l'astuce de faire créer une école. Oui. Combien de temps ça va rester une école là-bas à Senneville? Jusqu'à la fin du 19e siècle, il y a une école protestante à Senneville et l'autre école communale et catholique. Oui. Ok, merci. Oui. Voilà. Pardon ? La Société des missions de Paris finançait des postes d'instituteurs un peu partout en France, il y en a eu beaucoup d'autres, et chaque année ils font un rapport à la Société de Paris, et tout cela existe dans les archives de cette société qui sont à la bibliothèque de l'histoire du protestantisme français, rue des Saints-Pères à Paris. Document inexploré. Je crois que c'est la première fois que j'ai exhumé tous ces rapports des instituteurs qui disent c'est formidable, Dieu nous bénit là-bas à Senneville parce que les enfants grandissent dans la foi chrétienne, etc. Et il y en a toujours davantage et les parents veulent le faire, même des parents catholiques font venir des enfants. Et donc les instituteurs sont salariés pour un mandat dans ces écoles, jusqu'à la fin du 19e siècle. Oui. Alors, fin du 19e siècle, parce qu'on est encore aussi dans le lien des églises avec l'État. Donc, il n'y a aucune difficulté pour ouvrir une école protestante en France à cette époque-là. Nous avions, par exemple, la première école protestante de France. Est-ce que tu sais ça, toi, Arnaud? La première école protestante de France a été installée à l'église des Billettes, donc à l'église luthérienne, dont j'ai longtemps été le pasteur, dans le quartier de l'Hôtel de Ville à Paris. Sous la protection de la duchesse Anna-Dorothée de Courlande, qui était une grande princesse européenne, un grand ami de Talleyrand aussi, et qui se souciait beaucoup de son église luthérienne à Paris, et elle a donné l'argent nécessaire pour que les deux pasteurs, dès 1810, je répète, 1810, ouvrent la première école protestante de France pour garçons et filles. Et c'était là où aujourd'hui vous pouvez visiter le cloître, un petit cloître de la fin du Moyen-Âge qui se trouve accolé à notre église. C'est un ancien couvent qui a été confié par l'empereur Napoléon au consistoire luthérien. Et l'école était dans le fond du cloître et au-dessus, dans des bâtiments qui sont maintenant complètement modifiés. Et cette école, on va la garder jusqu'à la fin du 19e siècle. Et on y renoncera à cette école luthérienne, accueillant des garçons et des filles, avec des instituteurs payés par le consistoire, cette fois. On va la garder jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et ensuite, on va la donner à la ville de Paris pour des raisons financières, parce que c'était une charge trop lourde. Mais voilà. Donc, et alors, je veux dire quand même une chose intéressante sur l'épanouissement et l'évolution du protestantisme en France. Presque toujours, sinon toujours, quand on crée un endroit où on demandera au gouvernement l'autorisation, bien sûr, une paroisse avec une église, on demande un pasteur, etc. Toujours, il y a une œuvre à côté. Et la plupart du temps, c'est une œuvre scolaire. Donc presque toutes les paroisses qui ont été créées au XIXe siècle, peut-être la vôtre, si je ne me trompe pas, votre temple date de 1866, donc sous le Second Empire. C'est la grande expansion du protestantisme français, cette période-là, la deuxième moitié du XIXe siècle. Toutes les paroisses, en tout cas pour l'église luthérienne et l'église réformée à Paris, c'est très clair, toutes les paroisses ont, à côté du lieu de culte et du service normal, les baptêmes, les mariages, les enterrements, etc., le catéchisme, une œuvre sociale. C'est le souci que le protestantisme français a toujours eu d'un service diaconal au cœur du monde. Alors, il y avait des ateliers pour les apprentis, il y avait des asiles, comme on disait, pour les personnes âgées, il y avait des écoles où, chez nous, c'était des gens de langue allemande, la plupart, donc on leur apprenait le français, on leur apprenait des métiers, et puis bien sûr des écoles primaires, parce que celle de Senneville, c'est une école primaire, c'est pour des tout petits.
Voilà. Et donc ça, c'est aussi à souligner, parce que ça disparaîtra complètement au XXe siècle. Je crois qu'il n'y a quasiment plus une paroisse en France aujourd'hui, réformée ou luthérienne, j'accepte l'Alsace, où il y a le grand lycée Sturm à Strasbourg et le collège du Ciberger, mais si on accepte Strasbourg, il n'y a plus aucune paroisse qui a, sous sa responsabilité, et créé en même temps que la communauté, une œuvre sociale. À Boissy-Saint-Léger, dans le 94, il y a encore un collège protestant, Bernard Palissy, sur le terrain, mais en effet, ça dépend plus directement, il n'y a plus de lien concret entre le temple et le groupe scolaire. Donc même si c'est encore dans les statuts un groupe scolaire protestant, il n'y a pas de lien direct avec la paroisse. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a Mme Boulanger, des Amis du Vexin français, qui nous a fait la joie donc, de nous rejoindre. Merci vraiment d'avoir pris le temps aussi de venir jusqu'ici. Monsieur le pasteur. Il y a deux pasteurs. Je suis effectivement Marie-Claude Boulanger, la présidente des Amis du Vexin français. Je ne sais pas si vous connaissez cette association qui a pignon sur rue depuis une soixantaine d'années maintenant. Elle a été en réalité fondée en 1967 et sa première assemblée générale a eu lieu, ça va vous amuser, en mai 68. Bon, nous sommes une association qui se préoccupe bien sûr du patrimoine, je devrais dire des patrimoines du Vexin français. Et le patrimoine, ce n'est pas seulement le bâti, loin de là. Comme disait Bazin, une bâtisse, un bâtiment ne vaut que par les hommes, ou les femmes d'ailleurs, qui les ont habités, qui les ont fait vivre. Et là, nous sommes en plein dans le sujet, puisque effectivement, nous sommes partis du petit temple de Senneville, et je dirais que ces pierres ont parlé. Bien sûr, par la bouche du pasteur. Mais c'est ça le patrimoine. Le patrimoine, c'est notre âme, c'est notre histoire. Bon, c'est ce que nous sommes devenus parce que nos ancêtres ont fait des choses. Voilà. Ils les ont construites, mais aussi ils les ont construites dans leur tête, dans leur âme. Le pasteur tout à l'heure a fait allusion à l'article qu'il avait écrit pour notre revue. Nous publions une revue annuelle importante, puisqu'elle ne paraît qu'une fois par an. Et j'ai, avec la plus grande joie, ouvert ces pages au pasteur, qui a, je dirais, résumé, par rapport à votre conférence d'aujourd'hui, résumé l'histoire de ce temple de Senneville. Nous avons ici apporté à votre attention les revues en question, si certains veulent les acquérir. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, si notre travail vous intéresse, adhérer à notre association, auquel cas on vous donne la revue et on vous en donnera même une autre comme cadeau de bienvenue. Voilà. Donc, pour vous dire que cette conférence est complètement dans le contexte, je dirais, noble des Journées du patrimoine. C'est comme ça que je conçois la chose.